Je suis très content d'être là. C'est compliqué de passer après Marie. Mais on va tenter quand même. Je misais vachement sur le fait que c'était la dernière de la journée et que du coup, il n'y aurait plus personne parce que tout le monde serait parti prendre l'apéro. Mais non, il y a encore du monde. Donc, il va falloir y aller. Merci. Donc, on va y aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fred Degombert. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Akeneo. Si vous ne connaissez pas Akeneo, et je ne vous en voudrais pas, je peux vous dire qu'on est expert de l'expérience produit. Et là, vous allez me dire, ça ne nous aide pas beaucoup plus. Alors, je peux essayer de développer un tout petit peu. Si pour Noël, vous avez fait des courses et que vous avez acheté un sac Hermès ou des bijoux chez Chanel, si vous avez fait récemment changer vos pneus chez Feu Vert ou chez Norauto, si vous avez acheté un téléphone portable reconditionné chez Back Market, si vous avez décidé d'acheter un écran télé LG ou Canon ou autre, vous avez à un moment été amené à chercher un produit, que ce soit en ligne, en magasin. Et si cette information produit, elle vous est parvenue, c'est grâce à Akeneo. On est un outil, un SaaS, qui permet de centraliser et d'aider ces marques et ces distributeurs à centraliser et à partager cette information pour que nous, consommateurs, quand on achète quelque chose, on ait accès à la meilleure information possible. Donc on fait ça depuis 12 ans. Akeneo, c'est une société que j'ai créée avec mes deux associés, Nicolas et Benoît, il y a un peu plus de 12 ans. En 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On est devenu leader mondial de notre secteur. On est 450 personnes, le siège est basé à Nantes, on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'international, donc la France n'est qu'un tout petit morceau de ce qu'on fait. Et on a, je veux dire 450 personnes, le siège basé à Nantes, beaucoup d'équipes aux US, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu d'éléments de contexte. Et vous avez vu, le titre de la conférence, c'est David Bowie. Alors pourquoi on va parler de David Bowie ? Moi-même, je ne suis pas encore bien sûr, mais on va voir si ça marche. C'est simplement que quand on discutait et quand Francesco m'a dit « Tiens, il faudrait que tu parles de l'histoire d'Akeneo », je dis « Oui, d'accord, je veux bien, mais quel angle ? Comment on fait en sorte de raconter quelque chose qui n'a pas déjà été raconté ?» Et puis Francesco me rappelle et me dit « Écoute, j'ai vu que tu aimais beaucoup David Bowie. Tu n'as pas envie de venir parler de David Bowie ?» Je fais, oui, j'aime bien David Bowie, mais si, fais-le, et puis fais-le en format comme ça, sans slide, comme ça va être super. On verra. Alors oui, j'aime bien David Bowie. C'est vrai que j'aime beaucoup David Bowie, et que David Bowie a toujours eu une importance particulière chez Akeneo. D'abord, il faut savoir que notre mascotte chez Akeneo, qui est là, elle s'appelle Ziggy. Voilà. Et c'est pas par hasard, c'est pas le Ziggy de Céline Dion, c'est le Ziggy de David Bowie. Ziggy, c'est notre mascotte, c'est devenu le symbole d'Akeneo. On donne ces petites peluches à nos clients, à nos prospects, on reçoit régulièrement des photos de Ziggy un peu partout dans le monde, ou alors en train d'être bouffé par des chiens. J'ai toujours pas compris si c'était une déclaration d'amour ou des menaces déguisées de nos clients, mais voilà, Ziggy, c'est déjà un élément important dans la culture d'Akeneo. L'autre élément important, c'est que, pour de vrai, dans l'organigramme, au moment où on a été en mesure de faire un organigramme, quand on est arrivé à 10-15 personnes et qu'il faut montrer un petit peu qui fait quoi, David Bowie a toujours été en haut. Tout le monde reportait à David Bowie. C'était non négociable, c'est toujours non négociable chez Akeneo. Même s'il est mort, c'est pas grave. On reporte tous à David Bowie. Donc oui, David Bowie a une importance particulière dans l'histoire d'Akeneo. Et elle en a une aussi dans la mienne. Et c'est vrai que quand Francesco m'a un peu challengé en disant « Mais tiens, tu veux pas parler de David Bowie et voir qu'est-ce que ça peut t'apporter sur le plan de l'entrepreneuriat ?» Je me suis creusé la tête et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient peut-être influencé de manière consciente ou inconsciente dans cette aventure qui a été Akeneo. Autre élément que j'ai oublié d'évoquer, Akeneo, donc c'est une société que j'ai créée il y a 12 ans, que j'ai dirigée jusqu'à novembre dernier. J'ai décidé de prendre un petit peu de recul en novembre. Maintenant, je suis le président, donc je ne suis plus le CEO d'Akeneo, mais je suis toujours très, très actif dans cette aventure, qui va durer encore très longtemps. Donc, on va parler de David Bowie. Et quand on parle de David Bowie, généralement, la première chose à laquelle on pense, le premier signe caractéristique de David Bowie, c'est son regard.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, enfin vous le savez, mais David Bowie a un regard assez particulier. Il a des yeux qu'on a souvent qualifiés de yeux vairons, c'est-à-dire deux yeux de couleurs différentes. Alors, pour l'anecdote, il n'a absolument pas les yeux vairons, il n'a jamais eu les yeux vairons, il a les deux yeux exactement de la même couleur, sauf qu'il s'est fait tabasser par son meilleur pote pour une histoire d'amour, et qu'il en a gardé une cicatrice qu'il a gardée toute sa vie, qui fait qu'il a une des pupilles qui est constamment dilatée et qui donne cette impression qu'il a deux yeux de couleurs différentes. Et là, à ce stade, vous vous dites, mais pourquoi il nous raconte ça? Et où est-ce qu'il va? Avant que je vous donne la réponse à cette question, j'ai besoin de faire deux petits disclaimers. Disclaimer numéro 1, j'aime beaucoup David Bowie, je crois que je vous l'ai dit. Mais je ne suis pas biographe de David Bowie. Et je suis sûr qu'il y a des gens, sans doute, qui aiment plus David Bowie que moi dans la salle, ou alors qui en connaissent plus de choses que moi. Donc je m'excuse par avance si je fais des approximations, ou si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait exactes chronologiquement. Ça, c'est mon premier disclaimer. Deuxième disclaimer, vous pouvez vous dire, ok, le mec, il est en train de parler de David Bowie, qui est la rockstar par excellence. Il se prend vraiment pour David Bowie? Ou alors est-ce qu'il pense que les entrepreneurs devaient être qualifiés comme des rockstars? La réponse est non, jamais, en aucune circonstance. La meilleure manière de devenir une rockstar, c'est de faire du rock. Voilà. C'est pas d'avoir une attitude, c'est pas d'avoir un style de vie, c'est de faire du rock. Donc si vous voulez être une rockstar, faites du rock. Le mélange des genres, ça marche jamais bien. C'est comme si un entrepreneur super talentueux se mettait à faire de la politique. Oh. Oui. Donc, David Bowie, les yeux. Pourquoi je vous parle de ses yeux? Je vous l'ai dit, ça vient d'un accident. Et pourtant, c'est ce qui a été la signature de David Bowie sur toute sa carrière. Son regard a été sa signature et tout ça est né d'un accident. Et je crois que c'est très vrai dans l'entrepreneuriat de manière générale. Les meilleures aventures, les plus grands succès naissent d'accidents et de la capacité à transformer des accidents en différences. Je vais vous donner deux exemples concrets de comment ça s'est transcrit pour nous chez Akeneo. La première est assez simple. Je disais, l'Akeneo a 12 ans, il y a 13 ans, quand je commençais à réfléchir à monter une boîte, je bossais en SS2I. Je faisais des sites e-commerce, on bossait avec beaucoup de marques pour créer leur plateforme e-commerce. Et j'avais déjà en tête, parce que j'avais déjà monté une boîte à la sortie de mes études, qui avait été un désastre absolu, mais c'était chouette quand même. Et j'avais en tête de remonter une boîte. Et je m'étais mis en tête que j'allais faire un CRM. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je pensais que faire un CRM, le monde avait besoin d'un nouveau CRM, pas du tout. Mais c'était ma conviction forte à l'époque. Et donc, j'essayais d'en parler un petit peu à droite à gauche. Et on se retrouve un jour à pitcher pour Chopard. Chopard, une marque de luxe que vous connaissez peut-être, pour la refonte de leur site e-commerce. Et moi, je fais le malin pendant la soutenance. Donc, je suis ingénieur avant-vente à l'époque, donc je présente les solutions e-commerce qu'on a. Et j'essaye de glisser un petit peu mes idées pour voir s'il y a du répondant sur le CRM social. Spoiler alerte, on perd. Les mecs nous disent non, vraiment, désolé, c'était très intéressant, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et puis nous, vraiment, vous êtes complètement passé à côté de notre sujet. Nous, on a un gros sujet, c'est la problématique de nos données produits. On a un vrai bazar, on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment les centraliser, et vous avez complètement ignoré cette partie-là de la réponse, qui était pourtant un élément important pour nous. Et là, je me suis dit, ah merde, j'ai raté un truc. Et ce truc-là, ça m'intrigue quand même, cette notion de données produits. C'est pas la première fois que j'en entends parler, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et donc je vais voir un de mes clients, qui est Hermès. Je lui dis dans le luxe, peut-être est-ce qu'il y a un pattern, est-ce qu'il y a un truc? Et je commence à en parler à Hermès. Je dis, vous avez aussi des problèmes avec vos données produits? Et il dit, ah bah oui, c'est un enfer, un cauchemar. Et bref, je vous la fais courte, c'est comme ça qu'est né Akeneo. Hermès finalement nous a dit, mais si vous faites quelque chose pour nous, si vous développez un logiciel qui nous permet de résoudre nos problèmes de données produits, on sera votre premier client. Ça ne serait jamais arrivé si je ne m'étais pas pris cette gamelle chez Chopard 2 mois avant. Donc encore, premier exemple d'accident. Deuxième exemple, encore plus amusant. On démarre Akeneo, on commence à recruter des développeurs. Et donc, naturellement, on met des annonces sur les sites de vente, sur les sites d'annonces en ligne, en français. Et un jour, pour une raison que j'ignore encore, on reçoit un CV en anglais d'un laiton, d'un développeur laiton, qui nous envoie le CV le plus drôle qu'on ait jamais reçu en 12 ans de chez Akeneo. En code, mais avec plein de blagues, enfin très marrant, très décalé.
Le mec a 0 diplôme, ne parle pas un mot de français, et la seule raison pour laquelle il veut venir en France, c'est que sa femme est modèle et qu'elle est persuadée que sa carrière décollera si elle vient en France. On lui a pas dit tout de suite que Nantes, c'était pas complètement the place to be, mais on se retrouve avec ce CV et ce profil et on est un peu emmerdé. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on n'avait pas vraiment prévu d'embaucher quelqu'un de Lettonie. Faire venir quelqu'un si jamais ça se passe bien, pas mal, pardon, si ça se passe mal, c'est pas cool pour lui. Donc, dur quoi comme décision. Et puis on se dit, allez, on le fait quand même. On a commencé à bosser avec lui en remote, et puis au bout de 3 mois, il dit, au fait, est-ce que je peux venir? On lui dit, bah oui, tu viens. 2 jours après, il était là avec son sac à dos, et il a débarqué en France. Pourquoi je dis que c'est un accident? C'est que cet accident-là, ça nous a forcés à parler anglais, dès les tout premiers jours d'Akeneo. Ça nous a forcés à tout documenter, tout décrire et tout communiquer en anglais. Et je peux vous assurer que si ça n'était pas arrivé, je pense qu'on aurait fait comme beaucoup de boîtes françaises. On aurait tout écrit en français, parce que c'est plus facile. Et le jour où il faut basculer, le jour où il faut passer à l'international, eh ben c'est une galère monstrueuse. Et cet accident a fait qu'on est devenu international presque dès le premier jour, puisque vraiment, Philips, c'est notre employé numéro 5 chez Akeneo. Donc, des accidents naissent les plus beaux succès. L'autre élément intéressant, si je m'en réfère à la carrière de David Bowie, c'est que parfois il y a des accidents et parfois il y a de la sérendipité. Mot compliqué. Parfois, nous, dans notre message, dans la jargon de la tech et du business, on dit le time to market. Ça fait mieux. Vous ne savez peut-être pas, mais Bowie n'a pas connu le succès tout de suite. Ça a mis longtemps. Il a sorti 5 albums. C'est beaucoup, 5 albums, sous plein de noms différents, avec des groupes différents, mais 5 albums avant de rencontrer le succès. Et un jour, son producteur lui dit « Tiens, on va faire un petit film, il y a un film qui va sortir, il faudrait que tu écrives une chanson. » Il écrit une chanson qui s'appelle Space Oddity, Major Tom, que vous connaissez tous, très acoustique, et il écrit, et puis le film ne sort pas. Et donc la chanson tombe dans l'oubli. On est en 1968. Et 69, on ne sait pas trop pourquoi, mais Bowie décide de la réécrire. En tout cas de la réarranger, d'y mettre des arrangements un peu plus symphoniques. Il la réarrange et il la ressort. Encore une fois, le mec, ça fait plus de 5 ans qu'il essaye de faire des chansons et ça ne marche pas. Et là, bon, je ne sais pas si vous connaissez tous la chanson Space Oddity, un Major Tom, donc ça parle de l'espace évidemment. 1969, mission Apollo 11, l'homme va sur la Lune et la BBC décide d'utiliser cette chanson dans l'émission qui va retransmettre en direct l'atterrissage d'Apollo 11. Et la carrière de Bowie décolle. Une chanson qui existait déjà depuis plusieurs années, d'un coup, trouve son time to market. Et ça arrive tout le temps dans le business. Je vous disais que j'avais monté une première boîte qui avait été un échec monumental. Ouais, alors pour plein de raisons différentes, on était nuls, on était 3 développeurs qui pensaient que faire un bon produit, ça suffisait, et que le marketing et que le commerce, c'était des gros mots. Bref, on a fait toutes les conneries, mais une qu'on a faite aussi, c'est qu'à l'époque, on faisait de la vidéo. On faisait de la vidéo interactive sur Internet. Alors, je vous parle d'une époque où c'était les débuts de la DSL, YouTube n'existait pas, c'est les tout débuts du streaming, et on avait développé un outil qui permettait de faire des vidéos interactives, c'est-à-dire faire des visites de musées interactives ou des choses comme ça. Compliqué, un petit peu trop en avance, on s'essouffle, on a envie de trouver un vrai boulot parce qu'on est vivre en tant qu'éternel étudiant, à un moment ça nous va plus, donc on décide de fermer la boîte. 2 ans après, notre concurrent principal se fait racheter par Macromedia et sert à la base, à la fondation du Flash. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Flash, qui était pendant longtemps le meilleur support pour lire des vidéos sur Internet. Bon, bah là, la sérendipité, nous, on l'a raté. Mais il y en a un autre qui ne l'a pas raté. Il y a des moments où on ne l'a pas raté. Chez Akeneo, par exemple, je vous l'ai dit, on a démarré dans le monde du luxe. On a co-construit et on a développé cet outil avec Hermès. Et on s'est retrouvé au bout des quelques premières années à se dire mais comment on sort du monde du luxe? Comment on fait? Parce qu'on a trouvé une niche, mais c'est une niche. Et nous, on était sûrs que notre outil pouvait servir à d'autres choses, mais c'était compliqué d'aller voir d'autres industries quand nos seules références étaient du luxe. Et là, on a eu un petit coup de pouce de l'Europe. Un petit coup de pouce de l'Europe, puisque
Dans un grand élan de générosité, ils ont décidé d'imposer très rapidement une nouvelle réglementation à tous les distributeurs et toute la grande distribution en 2016, obligeant tous les distributeurs à afficher la liste de tous les ingrédients et de tous les allergènes des produits alimentaires sur tous leurs supports, que ce soit en ligne, sur les étiquettes, en magasin. Et d'un coup, tous les grands distributeurs comme Auchan, Carrefour, Leclerc se sont retrouvés à devoir gérer une quantité d'informations produits extrêmement détaillées, extrêmement techniques, et avec des très forts impacts réglementaires en un laps de temps très court. Notre outil, c'était le même, et on a réussi à rentrer là-dedans, et ça nous a ouvert un deuxième pan. Et d'un coup, on a montré qu'on était capable de faire du luxe, on était capable de faire de l'alimentaire aussi. Et ça, c'est encore un bel exemple, je trouve, de sérendipité. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Bowie, il a trouvé le succès avec Space Oddity, 7 ans après qu'il ait commencé sa carrière musicale. Donc, si vous pensez qu'au bout d'un an, c'est long avant de trouver un product market fit, je vous assure qu'il y a plus long et que parfois, ça vaut le coup d'attendre. L'autre point intéressant dans la carrière de Bowie, qui, moi, m'a marqué et dans laquelle je me reconnais, c'était son obsession des US. Bowie, dès le début de sa carrière, a toujours été obsédé par devenir une star internationale. Je parlais de Space Oddity. Space Oddity a été le premier succès de Bowie. Et il a été numéro 1 des ventes, mais au UK. Au UK seulement. Aujourd'hui, ça nous paraît bizarre parce que Space Oddity, c'est sans doute une de ses chansons les plus connues, mais à l'époque, quand elle sort, c'est un carton au UK seulement. Il y en a plein qui se seraient contentés de ça et qui auraient bâti là-dessus. Pas Bowie. Bowie, lui, il veut réussir aux US. Donc il va continuer. Il va continuer à chercher, et ça va lui prendre 3 albums de plus avant de commencer à faire une carrière aux US. Il faut savoir que Bowie, à l'époque, est un petit peu pote avec John Lennon et qu'il est un petit peu jaloux du succès que les Beatles ont en parallèle aux US. Donc il va essayer de creuser. Et il va falloir attendre Ziggy Stardust. C'est Ziggy Stardust qui va mettre le feu aux poudres et qui va être le premier succès vraiment international de Bowie. Et pourtant, entre-temps, il y a des très bons albums. C'est Hunky Dory, c'est, je crois, Young Americans. Non, pas Young Americans, c'était The Man Who Sold the World. C'est les 2 albums, entre-temps, qui sont de très très bons albums, mais qui ne décollent pas du tout. Et ça ne décolle pas du tout, et il y a 2 raisons à ça. La première, et que Bowie comprend très vite, c'est que si tu veux réussir aux US, il faut être aux US. Et ben, pour le coup, ça marche pareil dans la tech. En tout cas, dans le SaaS, dans notre secteur, si vous voulez réussir aux US, il faut être aux US. Je pense que je ne peux pas dire beaucoup plus de choses mieux que ce que Marie a dit juste avant. Je pense qu'elle en est la parfaite incarnation. Mais très rapidement, si votre ambition est de devenir un leader mondial, il faut être aux US. J'ai longtemps essayé de me convaincre de l'inverse. Je me suis dit non, on va prouver que c'est possible autrement, qu'on peut réussir aux US en ayant le comité de direction en France et on trouvera des manières. Ben non, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. J'ai tout essayé, je pourrais tenir 1 heure sur nos expériences aux US, ça ne fonctionne pas. Il faut être aux US. Et pas, quand je dis il faut être aux US, c'est pas envoyer des gars de vos équipes en France et espérer que ça marche. Non, c'est vous, le fondateur, le CEO, vous partez et vous y restez et vous comprenez comment ça marche. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai jamais réussi à le faire complètement. Pour des raisons familiales, j'ai pas pu me relocaliser aux US. J'ai trouvé un compromis qui était de passer 2 semaines par mois là-bas pendant 5 ans. Je ne recommande pas. C'est pas ouf. Ma fille qui est là me reconnaît maintenant, mais je pense qu'à une époque, elle était tentée de m'appeler monsieur. Mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que aux US, vu des US, la France n'existe pas. C'est pas une terre d'innovation, c'est pas un marché, ce n'est rien. Donc arriver aux US depuis la France, se pointer à un rendez-vous avec un client, un prospect, un investisseur, et disant je suis désolé, enfin pas désolé, mais j'ai pris le vol d'hier, je suis très content de vous rencontrer, c'est déjà un malus de 50 dans le début de la discussion. Ça n'existe pas. Ils ont un terme, les fly-by-night entrepreneurs. Vous perdez en crédibilité immédiatement.
Donc il faut être là-bas, il faut y passer du temps, il faut comprendre. Et ça, Bowie, il l'a compris, parce qu'il est allé à Los Angeles, il allait s'installer à Los Angeles. Et l'autre truc que David Bowie a compris, c'est qu'il fallait désapprendre. Je pense que c'est hyper compliqué, on ne se rend pas bien compte. Bowie est déjà une superstar en Europe, et en particulier au UK. C'est extrêmement compliqué quand on a déjà beaucoup de succès dans son marché local de se dire « il faut que je reparte à zéro ». Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. Je pense que la pire chose qui puisse arriver à un entrepreneur, c'est de devenir trop successful en France, parce que ça devient incroyablement compliqué de réussir ailleurs, parce que ça va vouloir dire tout déconstruire et tout réapprendre. Pour Bowie, comment ça s'est retranscrit ? C'est retranscrit dans le fait qu'il a fallu qu'il change de style musical. Je disais, il a sorti 2 albums après Ziggy Stardust, un peu dans la même lignée que ce premier album. Et c'est pas ce que les Américains aimaient. À l'époque, ce qui était à la mode aux US, c'était le glam rock, c'était les New York Dolls. Et donc Bowie décide finalement de changer de style. Et donc introduit ce personnage de Ziggy Stardust et introduit cette touche glam rock. Et c'est ça qui plaît aux Américains. Ça plaît aux Américains, ça plaît pas forcément aux Européens. À l'époque, il faut savoir, même si maintenant Ziggy, on connaît tous Ziggy, on reconnaît tous que c'est un album incroyable, les critiques sont hyper dures avec Bowie à l'époque de la sortie de Ziggy Stardust, les critiques européennes. Parce que c'est plus du Bowie, c'est plus le Bowie des 3 albums précédents qui ont fait la carrière de Bowie. Je pense que quand on est entrepreneur, putain, je vois le temps passer, je parle beaucoup trop. Quand on est un entrepreneur, et quand on arrive aux US, il faut accepter de désapprendre beaucoup de choses. Son positionnement, la manière dont on construit ses équipes. Et parfois, ça fait mal. Ça fait mal parce que le premier réflexe que j'ai eu, quand on a commencé à se développer aux États-Unis, c'est de dire je vais essayer de trouver l'équilibre. On va trouver un équilibre qui va nous permettre de trouver le bon positionnement qui marche aux US et en Europe. Il y a des choses sur lesquelles on trouve un équilibre. Parfois, il n'y a pas d'équilibre du tout. Et donc, quand il n'y a pas d'équilibre du tout, il faut accepter que les US passent avant le reste. Et ça, c'est très, très difficile à expliquer aux équipes locales. Ça bouscule énormément. Donc, si ce n'est pas solidement ancré dans l'ADN de votre boîte, que dès le départ, vous allez être un leader mondial et que ça va passer par les US, parce que je le rappelle, dans le software, les US, c'est 60% du marché mondial. Donc, vous ne pouvez pas dire « je vais être leader mondial » et se dire « les US, on verra plus tard ». Non, si vous voulez être leader mondial, vous devez être leader aux US. Donc, c'est un processus qui est long, qui est compliqué, qui nécessite de désapprendre. Je l'ai dit, c'est pas facile. Les 2 semaines par mois, ça m'a coûté beaucoup sur le plan personnel, familial. J'y ai gagné un diabète. Bon, c'est pas... Mais si c'était à refaire, je referais. Bowie, c'est pareil. Ces années aux US, il est décrit comme les années les plus sombres de sa vie. C'est là où il a acquis une addiction à la cocaïne. Il est devenu parano, il est devenu dépressif, il a détesté cette période de sa vie, il a fini par se barrer, mais il a compris que c'est ça qui lui a permis de passer à l'étape suivante. Donc, voilà pour les US. Autre chose que je trouve vraiment intéressante chez Bowie. Bowie, il a une carrière hyper impressionnante. Il y a plus de 18 albums. Très peu d'artistes ont eu cette longévité et cette capacité à sortir beaucoup de très très bons albums. Et au risque de vous choquer, même si j'aime beaucoup Bowie, je dois reconnaître que musicalement, Bowie n'a rien inventé, n'a rien révolutionné. Franchement, musicalement, Bowie, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a proposé. Et pourtant, c'est incroyable. Alors pourquoi c'est incroyable ? C'est incroyable parce qu'il a compris 2 trucs. Il a compris que, 1, la manière dont on fait les choses, c'est souvent aussi important que ce qu'on fait vraiment. Comme je le dis, il n'a rien inventé. Quand la folk était à la mode, il a fait du folk. Le glam rock était à la mode, il s'est mis au glam. Ensuite, il a fait du funk, il a fait de la new wave. À chaque fois, il est passé d'un genre à un autre, d'un style à un autre. Et il a compris que c'était cette capacité à se réinventer et surtout cette capacité à incarner. La force de Bowie, c'est qu'au-delà de la musique, il a créé des personnages. On a tous en tête Ziggy, on a tous en tête Aladdin Sane. Il a créé des personnages, il a incarné. Et c'est pas tellement la musique qu'il faisait qui était importante, c'était la manière dont il faisait de la musique. Et l'autre point hyper important, c'est qu'il a toujours su s'entourer. J'y reviendrai. Sur le premier point, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important aussi. Je dois vous avouer que moi, les premières années à Kenéo, j'avais
un espèce de double complexe hyper important. Quand j'expliquais qu'on faisait de la gestion de données produits, je savais bien que je ne traitais pas le sujet le plus sexy du monde et que je ne contribuais pas forcément à rendre le monde meilleur. Et c'était un vrai complexe. Un vrai complexe de me dire, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment un impact positif? Parce qu'on a envie d'avoir un impact positif. Et en plus, on était dans un secteur où je n'ai pas inventé la notion de PIM, donc Product Information Management, la catégorie dans laquelle on est. Elle existait avant, hein, et il n'y avait pas grand-chose à révolutionner là-dedans. Nous, la manière dont on avait changé un petit peu la donne, c'est qu'on avait fait le choix d'avoir un outil open source. Outil open source, logiciel, le code est libre et accessible. Et donc ça nous a permis de développer une communauté, d'avoir des gens qui utilisent Akeneo un peu partout dans le monde, de manière très virale. Et pour moi, le déclic, c'est le jour où, parce que je pense que beaucoup de fondateurs font ça, souvent je tape Akeneo dans le moteur de recherche, sur Google ou sur Google Images, et je regarde ce qui ressort. Et un jour, je le fais sur Google Images, et je vois comme d'habitude nos logos, machin, etc., et je vois un canapé. Et ce canapé-là, je suis sûr que je ne l'ai jamais vu avant. Akeneo, cette recherche, je l'ai faite plusieurs fois avant, ce canapé-là, il n'existait pas avant. Ça me surprend d'autant plus que Akeneo, c'est un mot inventé. C'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, ça vient du mot Aken. Aken, c'est la graine de quelques fleurs, c'est la licence poétique d'Akeneo, c'est le partage de la connaissance. Enfin, bref, je vous passe cette partie-là. Mais il y a ce canapé-là qui me marque. Et donc je clique, et effectivement, j'arrive sur le site d'un retailer américain qui s'appelle Style Sofa, et qui a une gamme qui s'appelle Akeneo. Donc curieux, j'envoie un petit mail sur le formulaire de contact en disant hey, c'est hyper intéressant, notre boîte s'appelle Akeneo, vous avez un canapé qui s'appelle Akeneo. Parlons-nous. Et en fait, il me dit mais en fait, mon canapé s'appelle Akeneo à cause de vous. Comment ça à cause de vous? À cause de nous? Bah oui, en fait, vous avez changé ma vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé mes canapés Akeneo. Et en fait, il nous explique que c'était un petit entrepreneur dans le New Jersey qui vendait ses canapés. Et il avait beaucoup de mal à embarquer plus de références, parce qu'il avait besoin de créer beaucoup plus de références. Et il avait du mal à garder le rythme et à gérer tout son catalogue produit. Et il tombe sur la version open source de notre produit, qu'il a installé tout seul comme un grand. Et d'un coup, ça lui a permis d'élargir son gamme. En fait, il est passé d'une vingtaine de produits à 200, puis 500, puis 1000 produits différents. Et grâce à ça, ça lui a permis de quitter le New Jersey, d'acheter un entrepôt en Californie et de vivre sa meilleure vie en Californie. Et donc, sa manière à lui de nous dire merci, c'est de dire je vais appeler une de mes gammes Akeneo. Et derrière cette anecdote qui est marrante, c'est là où je me suis dit mais en fait, ok, je peux avoir de l'impact en faisant de la donnée produit, juste pas parce qu'on fait de la gestion de données produits, mais c'est de la manière dont on le fait. Et je pense que ce que j'essaye de vous dire, c'est que je pense qu'il faut parfois se déculpabiliser sur est-ce que ce que je fais a vraiment un impact. On peut toujours avoir un impact. On peut toujours avoir un impact sans essayer de changer le monde, mais simplement sur la manière dont on fait les choses. Et ça, c'est vrai pour Bowie aussi, encore une fois, qui n'a pas révolutionné grand-chose. L'autre force de Bowie, comme je le disais, c'était de savoir s'entourer. Il a toujours su s'entourer en allant chercher des talents fondamentalement différents du sien. Je pense que c'est assez vrai aussi quand on est entrepreneur. On a tendance, au début, à toujours aller rechercher des gens qui nous ressemblent. D'aller recruter des gens qui sont un peu comme nous. Je pense que c'est une erreur terrible. Peut-être pas au tout début, peut-être pas les premiers mois parce qu'on a besoin d'aller vite, mais très rapidement on a besoin d'amener des idées différentes. Et ça, Bowie l'a très vite compris. Il est toujours allé chercher des gens qui venaient d'univers musicaux complètement différents de lui. Son plus gros succès mondial à Bowie, c'est l'album Let's Dance. Certains peuvent dire que c'est pas le meilleur, peu importe, c'est le plus gros succès commercial. Comment il a fait cet album ? Il allait chercher un mec qui s'appelle Nile Rodgers. Nile Rodgers, c'était le mec de Chic. Vous savez, le Freak, c'est Chic. Donc vraiment à des années-lumière du style musical de Bowie. Et non seulement il va le chercher, mais il va lui dire, tiens, j'ai écrit des chansons, dont Let's Dance, et je te donne carte blanche pour les produire. Je veux que tu produises cet album. Nile Rodgers, il comprend pas. Il fait, mais on n'a rien à voir, enfin, on fait pas du tout la même musique. Et Bowie, il dit, si. Et regarde, j'ai fait une première version de Let's Dance. Et Rodgers lui dit, ouais, mais tu dis que tu veux faire un album pour faire danser, mais c'est
trop folk ton truc, enfin, ça va faire danser personne. Et là où beaucoup d'artistes se seraient braqués en disant non, non, c'est ma version qui est la bonne, Bowie a dit ok, tu l'as réécrit et tu refais. Et donc Rodgers a reproduit tout l'album et ça a donné son plus grand succès. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère incroyable de Bowie, d'avoir l'humilité de se dire non seulement je vais aller chercher des gens différents de moi, mais surtout je vais leur donner carte blanche. Et je crois que c'est des erreurs qu'on fait souvent aussi quand on est entrepreneur. Moi, je l'ai faite, je dois vous l'avouer, de parfois se dire, d'avoir le réflexe de dire je vais aller chercher des gens un petit peu différents, et deux, quand on le fait, de se dire ok, il faut vraiment que je leur donne carte blanche. Je sais que la première CMO, la première directrice marketing que j'ai embauchée chez Akeneo, c'était une américaine, parce que je voulais que notre marketing soit très américanisé dès le départ. Je l'avais embauchée d'un de nos concurrents. Elle avait fait plein de très belles boîtes que j'admirais beaucoup avant. Et j'ai fait de sa vie un enfer, parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de faire. Et je ne lui ai absolument pas donné la plateforme pour réussir. Et donc ça ne s'est pas bien terminé. Et c'est complètement de ma faute. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait assez souvent, d'aller embaucher des super talents. Embaucher un super talent, c'est juste la première partie du boulot. L'autre partie du boulot, c'est vraiment de leur laisser carte blanche. Ça marche pas. Et si ça marche pas, on passe à autre chose. Mais il faut le faire. Bowie, parfois, il a fait des collaborations avec des artistes. Il a fait 3 albums avec Brian Eno. Les 2 premiers ont été super. Le 3e a été horrible. Et ben, il a arrêté. Il est passé à autre chose. Donc, la capacité à vraiment donner carte blanche aux gens qu'on embauche, je pense que c'est un élément hyper important. Je suis déjà complètement hors des clous, hein, donc je vais conclure. Je vais conclure. Je pense que je pourrais vous dire des tonnes de choses sur Bowie. Je pense que, je le disais tout à l'heure, Bowie, un des trucs remarquables dans la carrière de Bowie, c'est sa longévité. C'est sa capacité à avoir tenu sur la durée. Et une des raisons à ça, c'est qu'il a toujours su se mettre en second plan quand il fallait se mettre en second plan. L'entrepreneuriat, c'est un long voyage. C'est long, c'est compliqué. Vous allez rencontrer plein de gens sur ce voyage. Plein de gens qui vont vous aider à un moment ou à un autre, et qui peut-être à un moment feront plus partie de ce voyage. La force de Bowie, ça a toujours été d'être extrêmement reconnaissant envers les gens qui l'ont aidé et avec qui il a collaboré. Vous savez peut-être ou pas, mais Bowie, il a été bien sûr musicien, il a produit pas mal d'autres artistes. Quand on s'appelle Bowie, on a la chance d'avoir des potes qui s'appellent Lou Reed, Iggy Pop et Mick Jagger. Donc il a produit l'album de Lou Reed, le plus grand album de Lou Reed qui est Transformer, sur laquelle il y a cette fameuse chanson Take a Walk on the Wild Side. À la fin de cette chanson, il y a un petit solo de saxophone. Ce solo de saxophone, il est fait par le prof de saxo de Bowie quand il avait 15 ans. La pochette de Hunky Dory, c'est le meilleur pote qui l'a tabassé, qui l'a faite. Et je crois que c'est un élément hyper important dans la vie d'entrepreneur d'avoir cette capacité de reconnaissance et c'est un long voyage. On croise beaucoup de monde. Certaines personnes contribuent à un moment, puis plus. Et je pense que parfois, on a tendance, parce qu'on est toujours orienté vers l'avant, je pense que Marie le disait tout à l'heure, on pense au futur tout le temps. On a parfois tendance à mettre de côté le passé. Et je pense que c'est hyper important de garder une trace de ceux qui ont contribué. Et je crois que Bowie l'a très bien fait. L'autre point important, et je vais conclure là-dessus sur une touche peut-être un peu plus personnelle, c'est je fais des anglicismes, j'allais dire long journey, des longs voyages. C'est une aventure qui est longue, qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et je pense que c'est toujours important de se rappeler pourquoi on le fait. Je le disais tout à l'heure, Bowie, il était obsédé par le succès aux États-Unis. Son objectif, c'était de devenir une star internationale. Le jour où il est devenu, il a sombré dans la plus grande dépression. Ça a été hyper compliqué pour lui. Donc il a fait Ziggy Stardust, après il a fait Aladdin Sane. Et là, c'est là où il a sombré dans la cocaïne, c'est là où il a été vraiment pas bien. Je pense que quand c'est mal géré ou quand on fait les choses pour les mauvaises raisons, le succès est peut-être le plus grand danger de l'entrepreneur, pour l'entrepreneur. C'est peut-être la pire chose qui puisse arriver même.
c'est de réussir. C'est la pire chose qui peut arriver si on n'a pas les vraies bonnes raisons de le faire. Et je pense que Bowie a su très vite se redresser. Il a très vite compris que lui, ce qui l'éclatait, c'était de faire de la musique et pas juste être une star. Il s'est remis vraiment dans cette idée-là, jusqu'à s'effacer complètement. Peut-être que ça, c'est un autre truc aussi que peu de gens savent, mais dans les années 90, début des années 90, Bowie, il a essayé de complètement disparaître. Il est re-rentré dans un groupe qui s'appelle The Tin Machine, et son but, c'était justement qu'on n'appelle plus Bowie, en fait. Alors malheureusement, ça n'a pas bien marché, parce que les gens voyaient encore David Bowie de Tin Machine, mais il avait cette démarche-là de faire passer la musique avant lui, parce que c'était ça qui le rendait heureux. Et je pense qu'un entrepreneur comme un musicien, s'il n'est pas heureux, eh ben, il fait de la musique de merde ou il fait pas des belles histoires entrepreneuriales. Donc quoi que vous fassiez, juste assurez-vous de savoir pourquoi vous le faites et faites-le avec de la bonne musique. Voilà.